Alors, je l'ai intitulé La grande famille de 1630. Février 1630. Depuis des mois, le ciel refuse de pardonner. L'année d'avant déjà, la gelée avait pris le blé avant qu'il ne pousse. Cette fois, la neige tombe si épaisse qu'elle cache les croix des cimetières. À Paris, on entend les cloches sonner plus souvent. Pas pour la messe, mais parce qu'on enterre. On enterre dur et de manière quasiment industrielle. Les cimetières débordent, les hôpitaux se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. Les rues du nord de la France, Douai, Arras ou Calais, sont muettes. On n'entend que le craquement des branches et les pleurs étouffés derrière les volets en bois. Les moulins n'usinent plus, faute d'eau, tout est gelé. Les fours n'ouvrent plus, faute de bois, la neige a tout recouvert. Les riches mangent encore un peu de viande séchée au prix de l'or, comme un steak à 10 000 euros, au prix d'aujourd'hui. Les pauvres, eh bien, ils font bouillir ce qui traîne. Une mère fait bouillir des pots de lapin tanné, une autre mâche de vieilles semelles en cuir pour tromper la faim. Un curé écrit qu'à Hesdin, on a vu une mère cuire ses derniers sabots avec du thym volé dans le cimetière voisin. À Rouen, on regarde la note des gamins ramasser les excréments des chevaux pour y trier les grains non digérés. Ils les appellent du pain de gendarme. Dans toute la France, la famille désole les populations. Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII, lui écrivait la lettre suivante en l'an 1630. Je vous dirai ce que j'ai vu. Ce qu'il n'y a pas un tiers de vos sujets dans la campagne qui mangent du pain ordinaire, l'autre tiers qui ne vit que du pain d'avoine, et l'autre tiers n'est pas seulement réduit à la mendicité, mais languit dans une nécessité si lamentable qu'une partie meurt effectivement de faim. L'autre ne se sustente que de glands, d'herbes et de choses semblables comme les bêtes. Et les moins à plaindre de ceux qui ne mangent que du son et du sang qu'ils ramassent dans le ruisseau des boucheries, j'ai vu ces misères de mes yeux en divers droits depuis mon département de Paris. Louis XIII, alors dans sa trentaine, reçoit les lettres. Sire, les mères vendent leurs enfants pour un quignon de pain rassis. Il enrage, mais il agit. 2000 charrettes de pain partent d'Orléans pour le nord de la France. Escortés par des mousquetaires, hélas, sur la route de Compiègne, la glace rompt sous les roues. 3 convois tombent dans la Somme, et le reste, pillé par des bandes de voleurs qui n'ont plus rien à perdre. Le peu de convoi qui atteint Paris est une bouillie aigre, pleine de crottes et de sang de rat. La colère explose. On force les portes des riches, on lynche les meuniers, on force les portes des châteaux, on crie mort aux accapareurs jusqu'à en perdre la voix. Le 22 février, une émeute prend la place de la Concorde. Un soldat de la garde royale est décapité pour un sac de pois chiches. Et comme si la faim ne suffisait pas, la peste débarque. Elle commence par les chiens errants, puis les mendiants, puis les familles entières. On compte les morts au doigt. 20, 100, 1000. En Picardie, un bourg sur 5 reste debout. Les survivants fuient vers la Bretagne ou vers les ports où les navires refusent de les embarquer. Louis XIII abaisse la gabelle, cette taxe sur le sel qui étranglait tout à l'époque, et promet des semences gratuites pour l'an prochain. Mais la confiance est morte. Dans les auberges, on murmure roi du vent ou roi des promesses. 3 ans plus tard, quand La Rochelle se soulève, personne n'est surpris. La misère, elle n'a pas bougé, toujours là. Aujourd'hui, si vous passez par le nord de la France en hiver, fermez bien vos fenêtres. La neige tombe encore dure et parfois on jurerait entendre un vieux sanglot derrière le vent. Voilà, c'était ma chronique.